Tendance Institut présente une série de débats sur le thème « Pourquoi voter ?» Bien, alors vaste question. La première chose, c'est j'ai envie plutôt de confirmer ce qu'on a dit ce matin sur la crise du politique ou de la politique, la défiance, hein, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé ce matin. Et pour confirmer ce constat ou ce diagnostic, hein, c'est quand même une maladie de la démocratie française, alors pas seulement française, mais on va rester en France aujourd'hui. Quelques chiffres, hein, puisque donc Nathalie l'a rappelé, je suis sondeur, donc je vais donner des chiffres, désolé. Mais des chiffres qui sont assez sympathiques. C'est un baromètre qu'on fait pour le Cevipof. Et la question est simple, quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez d'abord ? Alors ce qu'éprouvent d'abord les Français, c'est de la méfiance, 39%. Ensuite, c'est du dégoût, 23%. 23% de dégoût, hein, tout de même. De l'intérêt, 15% seulement. De l'ennui, 12%. De l'espoir, 6%. De la peur, 2%, je passe. Et alors, de l'enthousiasme, 0%. Voilà. Donc ça, c'est pour confirmer le constat. D'abord, observer, c'est que cette question, elle est quand même paradoxale dans un régime démocratique. Puisque, par hypothèse, dans un régime démocratique, on choisit ses dirigeants. Et donc, sauf à imaginer que soyons tous frappés d'une forme bizarre de masochisme collectif, nous devrions choisir les dirigeants qui nous conviennent. Et dès lors, la question qui nous est posée serait caduque. Or, ça fait des choses bizarres. Or, en pratique, le moins qu'on puisse dire, c'est que on constate un divorce croissant, qui n'est pas nouveau, mais enfin qui date depuis au moins une dizaine d'années, entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et ce divorce, d'ailleurs, s'est manifesté de façon particulièrement aiguë et avec une vigueur très forte vis-à-vis de l'actuel président de la République. Et ce qui est notable, d'ailleurs, dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est que à la défiance vis-à-vis de ses politiques, s'est superposée une défiance vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de son comportement. Et ce, dès le début de son mandat. Souvenez-vous, le Fouquet, le bling-bling, etc. Et tout cela n'est pas sans rappeler la virulence qui s'est exercée au XIXe siècle vis-à-vis de Napoléon III, dont on contestait donc non seulement les actes politiques, mais aussi la personne, les manières. Ceci me fait penser qu'il y a sans doute quand même peut-être aussi un problème spécifique à Nicolas Sarkozy dans le cadre de cette rupture, ou en tout cas ce divorce avec l'opinion. Ce qui est certain, c'est que dans ces éléments de comportement que j'évoquais, une partie des citoyens a vu à l'évidence une marque de proximité explicite du pouvoir avec une classe dirigeante économique restreinte, aux intérêts desquels donc le pouvoir apparaissait entièrement acquis. De là donc un divorce, puisqu'on n'avait plus un président de la République qui représentait la totalité des nations, mais un groupe d'intérêts particuliers. Pour revenir à notre sujet de départ, donc ce paradoxe que j'évoquais, qui est donc pourquoi est-ce que finalement on élit des gens dont on va divorcer pratiquement dès le lendemain de leur élection. Alors, il y a évidemment à cela un premier problème sous-jacent qui est celui du rythme. Nous sommes à une époque où on voudrait que tout aille vite, et on voudrait en particulier que les solutions soient mises en œuvre et obtenues très vite. On voudrait que le chômage baisse quasiment 2 mois après l'élection, alors même qu'on sait que les transformations qu'il faut opérer pour résoudre ces problèmes requièrent beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc, il y a là, de toute façon, à l'évidence, une question de rythme. Mais je pense qu'à l'évidence, on ne saurait réduire la question du divorce à cette seule problématique du temps, du rythme, et je vais essayer donc d'examiner maintenant 5 pistes, 3 politiques, une sociologique et une économique. Moi je suis d'accord avec l'essentiel de la fin de ce que vous avez dit, mais pas sur cette partie-là du désarroi politique, du désarmement de la politique face à l'économie. C'est totalement faux. Ces normes, qui a dit de les faire ? C'est les politiques qui ont décidé de les faire. C'est les politiques qui ont décidé de confier ça à un lord anglais. Ça a été décidé par les hommes politiques. Qui, au Brésil, pourquoi d'un coup le Brésil se décolle ? C'est parce qu'il a changé de politique. Pourquoi la Chine marche ? Parce qu'elle a une bonne politique, indépendamment du problème, du problème, je vais y revenir, du problème évidemment de la liberté. La politique, c'est elle qui tranche. Mais nous, en Occident, qui on vote ? Pour qui on vote ? Pour Berlusconi ? Pour George Bush, pour Jacques Chirac, c'est quand même des gros nuls. Éric, t'es en Corrèze. Oui, je sais, je l'ai fait exprès. C'est de notre faute. Alors, tu m'avais parlé tout à l'heure des marchés financiers.
parce que tu m'avais dit que tu me lancerais en disant les marchés financiers ont toujours raison. Oh que non. Il ne faut certainement pas les suivre, ils sont moutonniers, ils nous conduiraient évidemment droit dans le précipice. Donc il ne faut évidemment pas les suivre. Mais moi je pense que l'exigence actuelle des marchés financiers vis-à-vis des hommes politiques est juste. Elle est en avance sur ce qu'on devrait faire. Ils sont exigeants. Ils veulent de la transparence, ils veulent de la crédibilité, ils veulent du courage et de la durée. C'est exactement ce qu'on devrait vouloir de nos hommes politiques. C'est-à-dire quand on aime la démocratie, on n'a pas envie de la salir. Hein. Et parfois, on se dit qu'on n'a pas envie d'aller voter. L'idée m'est venue de poursuivre, parce qu'il y a eu une trentaine de propositions de loi qui ont été déposées depuis 25 ans, de poursuivre avec une nouvelle proposition de loi lorsque Dominique Strauss-Kahn s'est retrouvé comme étant le candidat évident de la gauche. Et entre Dominique Strauss-Kahn et Christine Lagarde, je ne voyais pas une différence économique étincelante. Je me disais, qu'est-ce que l'un ferait que l'autre n'a pas fait? La preuve est qu'aujourd'hui, il a quitté le FMI, que Mme Lagarde l'a remplacé au FMI, qu'elle a gardé exactement la même équipe et qu'elle fait exactement la même politique. Ça veut dire que si on avait élu en 2012 Dominique Strauss-Kahn, on aurait eu une politique économique qui aurait été exactement la même que celle qui précédait, avec à la marge et sur certains aspects symboliques des différences. Mais rien n'aurait changé. Donc je me suis dit, comment je peux faire, moi, citoyen, pour exprimer mon refus de ça, puisque je ne veux pas m'amuser à faire de l'économie, hein, je suis bien entouré. Visiblement, oui, on doit bien l'admettre, les marchés financiers, les trois agences de notation ont le pouvoir, et les politiques n'ont que le pouvoir, malheureusement, que nous leur conférons. Et comme on est obligé de choisir parmi ceux qui se présentent, et ceux qui se présentent sont choisis eux-mêmes par les agences de notation, de toute façon, on l'a dans le cul, pour faire très simple. Hein. Pardonnez-moi les gros mots, je suis le seul à en faire, donc j'essaie de me distinguer. Je sais que le débat, c'est pourquoi voter. Alors quand on s'est intéressé avec Marie à cette possibilité du vote blanc, on s'est intéressé au vote en général. Donc je vais vous faire 3 minutes, je vous promets que je vais faire très court, j'ai une horloge, d'histoire sur le vote. En commençant en 1789, quand les révolutionnaires commencent à voter, il y a des collèges d'électeurs. C'est-à-dire qu'on ne vote pas comme aujourd'hui. Le vote, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est extrêmement récent. Ça date de 1913. Il y a un isoloir, on y va, ça date de 1913. Avant, on convoque les électeurs. J'allais y venir, madame. L'homme au sens restreint, c'est-à-dire de sexe mâle, est convoqué, comme ici, en assemblée. Les gens qui se présentent sont devant lui, comme nous, et on dit maintenant vous allez en choisir, et vous allez écrire, tous les bulletins sont blancs, et on dit vous allez écrire sur un bulletin le nom de celui que vous voulez voir désigné. Donc il y a 2 axes dans le vote, il y a choisir et s'exprimer. Et très rapidement, il faut choisir plus que s'exprimer. Parce que quand le peuple s'exprime, ça crée d'énormes problèmes. Les politiques n'ont jamais aimé que le peuple s'exprime. Ils adorent que le peuple choisisse. Les choisissent, mais surtout pas qu'ils l'ouvrent.